Je suis Tori, j'ai 28 ans. Aussi loin que je m'en souvienne, mon père disait que j'étais trop jolie pour être sa fille. Il affirmait que mes cheveux blonds et mes yeux bleus étaient la preuve de la trahison de ma mère. Il l'accusait de l'avoir trompée. Il me traitait comme la preuve vivante d'un crime qu'elle n'avait jamais commis. Quand il a exigé que je fasse un test ADN avant d'accepter de m'accompagner à l'hôtel, j'ai fini par accepter. Mais les résultats ne se sont pas contentés de prouver qu'il avait tort au sujet de la liaison, ils ont prouvé que je n'étais pas sa fille. Ni celle de ma mère. Ce que nous avons découvert à l'hôpital où je suis né a fait tomber mon père à genoux, devant 60 membres de la famille. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous aimez les histoires sur la vérité et les secrets de famille, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Indiquez votre ville et l'heure locale dans les commentaires, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 semaines en arrière, au soir où mon père a posé son ultimatum. C'était un dîner dominical chez mes parents à Fairfield, dans le Connecticut, une maison de style Tudor avec 6 chambres, que mon père aimait nous rappeler avoir gagné à la sueur de son front. La salle à manger étincelait, meublée par Restauration Hardware et ornée de porcelaine Wedgwood que ma mère polissait chaque semaine, comme si la perfection pouvait, d'une manière ou d'une autre, la protéger de ses accusations. Ma grand-mère, Eleanor, était assise à l'autre bout de la table, ses cheveux argentés tirés en arrière, observant mon père comme un faucon observe un serpent. Mon frère, Marcus, 31 ans et l'enfant chéri de la famille, gardait les yeux rivés sur son assiette. Ma mère, Diane, serrait sa serviette en lin comme une bouée de sauvetage. Et puis, Gerald Townsend s'est raclé la gorge. « Je ne viendrai pas à ton mariage, Tori. » Les mots ont atterri comme une grenade. La fourchette de ma mère a claqué contre son assiette. « Gerald, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, pas ce soir. » Mais il fouillait déjà dans la poche de sa veste. Il en a sorti un document plié et l'a fait glisser sur la table en chêne, vers moi. « J'y pense depuis longtemps, a-t-il dit, d'une voix posée, presque répétée. Je n'accompagnerai pas la fille d'un autre homme à l'hôtel. Pas tant que nous n'aurons pas réglé cette affaire une fois pour toutes. J'ai regardé le papier. C'était un formulaire de consentement pour un test de paternité ADN d'une clinique locale, son nom étant déjà signé au bas de la page. Tu as 6 semaines, a continué Gerald. Fais le test. Rends les résultats publics pour la famille. Si tu es de moi, je serai là. Je m'excuserai même. Il a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Mais nous savons tous les deux ce que le test révélera. La tasse de thé de ma grand-mère a heurté la soucoupe avec un bruit sec. Ma mère s'est mise à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Et je suis resté assise là, à fixer la Rolex submarinée de mon père qui brillait sous le lustre, en pensant, 28 ans. Il prépare ce moment depuis 28 ans. Je n'ai pas signé le papier ce soir-là. Je ne suis pas parti en claquant la porte non plus. J'ai simplement dit, merci pour le rappel, Gerald. Je m'en souviendrai. Et je pensais chaque mot. Je devrais expliquer pourquoi ce dîner ne m'a pas surprise. À 28 ans, j'avais appris que la cruauté de mon père suivait un schéma, prévisible comme la marée, et 2 fois plus implacable. J'avais 7 ans la première fois que j'ai compris que j'étais différente. J'avais collé mon oreille contre la porte de la chambre de mes parents après avoir entendu ma mère pleurer, et je l'ai entendu la traiter de putain. Regarde ses cheveux blonds, crachait-il. D'où viennent-ils, Diane? Certainement pas de moi. À 12 ans, je voulais rejoindre l'équipe de volley-ball de l'école. Gerald a refusé de signer l'autorisation. Je n'investis pas dans l'enfant de quelqu'un d'autre, m'a-t-il dit, juste devant Marcus, qui a reçu de nouvelles chaussures de baseball la même semaine. À 18 ans, Marcus est allé à l'université de Boston. Gerald a payé chaque centime, frais de scolarité, logement, repas, argent de poche. Quand j'ai été accepté à l'école d'infirmière, il m'a regardé de l'autre côté de cette même table à manger et a dit, « Ton vrai père peut payer pour la tienne. » Alors, j'ai contracté des prêts. J'ai travaillé en double service dans un restaurant. J'ai obtenu mon diplôme 6 ans plus tard, avec 60 000 € de dette et un diplôme mérité sans son aide. Le pire, ce n'était pas l'argent ou les opportunités manquées. C'était de voir ce que ces accusations faisaient à ma mère. Chaque dispute qu'ils avaient, chaque désaccord sur n'importe quoi, les factures, les vacances,
la carrière de Marcus finissait toujours par revenir à moi. J'étais son arme, sa preuve, son rappel constant de sa prétendue trahison. La veille de mon départ pour l'université, ma grand-mère Eleanor m'a prise à part. Garde chaque document de l'hôpital où tu es né, m'a-t-elle dit, sa poigne ferme sur mon poignet. Ton certificat de naissance, tous les papiers. J'ai le sentiment que nous pourrions en avoir besoin un jour. Je n'ai pas compris à l'époque, mais j'ai gardé les papiers. Étage 18 ans plus tard, j'allais enfin apprendre pourquoi elle m'avait dit cela. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement à Hartford, un petit 2 pièces que j'avais meublé avec des pièces d'occasion et une bonne dose d'obstination. Nathan m'attendait sur le canapé, son ordinateur portable ouvert sur des plans pour un client, un verre de vin versé pour chacun de nous. Il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Je lui ai parlé du formulaire ADN, de l'ultimatum, du délai de 6 semaines. La mâchoire de Nathan se serrait à chaque mot. Peut-être que tu devrais juste le faire, a-t-il fini par dire. Fais le test, prouve-lui qu'il a tort une fois pour toutes. Fais le taire pour toujours. J'ai posé mon verre de vin, une trouvaille bon marché de chez Target, rien à voir avec le cristal de Waterford dans lequel mon père buvait, et j'ai regardé le modeste diamant à mon doigt. Nathan avait dessiné la bague lui-même, en s'inspirant d'un croquis que j'avais dessiné des années auparavant dans un journal. Il ne s'agit plus de lui prouver qu'il a tort, ai-je dit. Il s'agit de libérer ma mère. Nathan est resté silencieux. Il connaissait l'histoire que j'allais raconter. Il y a 5 ans, j'avais reçu un appel de ma grand-mère à 2 heures du matin. Elle avait trouvé ma mère dans la salle de bain avec une bouteille vide de somnifère. Les ambulanciers sont arrivés à temps, mais de justesse. Depuis, Diane prenait des antidépresseurs, voyait un thérapeute 2 fois par semaine, se reconstruisant morceau par morceau. Gérald ne s'est jamais excusé. Il n'a même jamais reconnu ce que ses 23 années d'accusation lui avaient fait subir. Il continuait juste à insister sur le fait qu'il avait raison. Ma mère a donné à cet homme 35 ans de loyauté, ai-je dit à Nathan. Une fidélité totale. Et il l'a remboursée par 28 années à la traiter de menteuse. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché un laboratoire de génétique local sur lequel je m'étais renseigné il y a des mois. GenTrust. Indépendant, certifié et, surtout, sans aucun lien avec Gérald. Je vais faire le test, ai-je dit. Mais je le ferai à ma façon. 2 semaines plus tard, Gérald a eu 60 ans. La fête avait lieu au Country Club de Fairfield, 18 trous de verdure manucurés surplombant le détroit de Long Island, une salle à manger privée avec des baies vitrées du sol au plafond, et 30 proches réunis pour célébrer l'homme qui avait fait de la vie de ma mère une prison. Je portais une robe noire simple. Nathan m'a serré la main en entrant, chuchotant, 2 heures. On peut survivre 2 heures. Nous n'avons pas pu. À mi-chemin du dîner, après 3 verres de Château Margaux, Gérald s'est levé pour faire un discours. Il a remercié tout le monde d'être venu. Il a loué Marcus pour sa brillante carrière dans la finance. Il a levé son verre à ma mère pour sa patience. Puis, ses yeux m'ont trouvé. Je vois que ma fille est ici ce soir, a-t-il dit, et le mot fille dégoulinait de guillemets. Quelques proches ont ri, mal à l'aise. J'espère qu'elle a réfléchi à notre conversation. Au fait de prouver d'où elle vient vraiment. La salle est devenue silencieuse. Papa, a dit Marcus, se levant à moitié de sa chaise. Ce n'est peut-être pas le moment. Gérald l'a repoussé d'un geste. Non, non, c'est exactement le moment. La famille doit être honnête les uns envers les autres. Il m'a souri, ce sourire froid et reptilien que j'avais vu 1000 fois. Vous savez comment on appelle un oiseau qui pond ses œufs dans le nid d'un autre oiseau? Un coucou. L'œuf de coucou a l'air beau, n'est-ce pas? Mais il n'est pas à sa place. Il ne l'a jamais été. Quelque part derrière moi, une tante a halté. Un cousin a ricané. Ma mère fixait ses genoux, des larmes coulant sur son bracelet Cartier, un cadeau de culpabilité que Gérald lui avait offert après l'une de leurs pires disputes. J'ai pris ma fourchette, je l'ai reposée, et je me suis levé. Tous les yeux de la salle se sont tournés vers moi. Merci pour le rappel, Gérald, ai-je dit, ma voix stable. Je m'en souviendrai. Puis je me suis tourné vers ma mère. Maman, tu veux sortir prendre l'air? Elle a pris ma main, et ensemble nous sommes sortis de cette pièce, passant devant les murmures,
devant les regards, devant l'homme qui avait passé 28 ans à essayer de nous détruire toutes les deux. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Ma grand-mère nous a rattrapés sur le parking, ses talons claquant sur l'asphalte comme des coups de feu. Tori, attends. Je me suis retourné. Eleanor Whitmore avait 78 ans, une posture de reine et des yeux à qui rien n'échappait. Elle n'avait jamais aimé Gérald. Cet homme se prend pour un cadeau de Dieu à l'ingénierie, avait-elle dit à ma mère avant le mariage. Mais ce n'est qu'un petit homme avec un gros ego. Maintenant, elle me regardait avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, de l'urgence. Il y a quelque chose que je dois te dire, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer que Gérald ne nous avait pas suivis. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Elle nous a conduites vers un banc surplombant le terrain de golf. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, et la voix de ma grand-mère est tombée à peine au-dessus d'un murmure. La nuit où tu es né, a-t-elle dit, quelque chose d'étrange s'est produit à l'hôpital Saint-Marie. J'ai senti ma mère se raidir à côté de moi. Quand l'infirmière t'a amené pour me montrer où ton grand-père était encore en vie à l'époque, nous étions tous les deux là, elle avait l'air terrifiée. Ses mains tremblaient. Elle t'a tendu à Diane trop rapidement, puis a pratiquement couru hors de la chambre. Maman, a dit Diane, la voix brisée. Tu ne m'as jamais dit ça. J'ai essayé d'enquêter. J'ai appelé l'hôpital, posé des questions. Ils ont fait obstruction, m'ont dit que tout était normal, que tous les dossiers étaient scellés pour des raisons de confidentialité. Eleanor a fouillé dans son sac à main et en a sorti un morceau de papier jauni. Mais j'ai fait une copie de ton acte de naissance avant qu'il ne verrouille tout. J'ai regardé le document. Heure de naissance, 23h47. J'ai accouché à 23h58, a dit ma mère lentement. Je me souviens avoir regardé l'horloge. Je m'en souviens parce que le médecin a fait une blague sur le fait que c'était presque un bébé du jour intercalaire. 11 minutes. Quelque chose s'était passé pendant ces 11 minutes. Il y a un nom, a dit ma grand-mère. L'infirmière en chef cette nuit-là, Margaret Sullivan. Elle a pris sa retraite il y a 10 ans. J'ai son adresse. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de GenTrust à Hartford avec 3 échantillons d'ADN. Le mien était facile, un frottis de joues scellé dans un tube stérile. Celui de ma mère était volontaire, elle me l'avait donné la veille avec des larmes dans les yeux et des mains stables. Peu importe ce que cela montre, avait-elle dit, tu es ma fille. Rien ne change cela. Celui de mon père avait été volé. Quelques mèches de cheveux arrachées à la brosse qu'il gardait dans la salle de bain des invités, celle que j'avais utilisée à chaque Thanksgiving et Noël pendant des années, en faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont il tressaillait quand je passais devant lui pour prendre le savon. La technicienne de GenTrust, une femme calme nommée Dr Reyes, m'a expliqué le processus. Résultat en 3 semaines, légalement recevable si nécessaire, confidentialité totale. J'ai payé un supplément pour un traitement accéléré. Ma grand-mère a insisté pour couvrir les frais. Cet après-midi-là, j'ai essayé d'appeler Margaret Sullivan. Le téléphone a sonné 6 fois avant que quelqu'un ne décroche. Une voix de femme, âgée, tremblant légèrement. Allô? Madame Sullivan? Je m'appelle Tori Townsend. Je suis né à l'hôpital Saint-Marie le 15 mars 1997. Je crois que vous étiez l'infirmière en chef cette nuit-là, et je ne peux pas vous aider. Les mots sont sortis vite, paniqués. Madame Sullivan, s'il vous plaît, j'ai juste besoin de demander. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Clic. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Nathan a levé les yeux de sa table à dessin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a raccroché au nez. J'ai reposé le téléphone lentement. Mais pas avant d'avoir paniqué. Elle sait quelque chose, Nathan. Elle sait définitivement quelque chose. Une femme innocente aurait été confuse. Margaret Sullivan était terrifiée. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là en 1997, elle le portait depuis 28 ans. Et maintenant, moi aussi. 3 jours plus tard, l'email est arrivé. Pas à moi directement, Gérald n'était pas aussi subtil. Il l'a envoyé à toute notre famille élargie, tantes, oncles, cousins issus de Germain, des gens que je n'avais pas vus depuis l'enfance.
47 destinataires. Ma mère, ma grand-mère et moi étions tout en copie. L'objet disait, concernant le mariage de Tori. Je l'ai lu dans ma voiture, garée devant l'hôpital où je travaillais, mes mains tremblant sur le volant. Chère famille. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je porte un fardeau depuis 28 ans. J'ai enduré le doute sur la véritable parenté de ma fille, et j'ai vu ma femme refuser d'admettre la vérité. J'ai demandé à Tori de faire un test ADN et de partager les résultats avec notre famille avant son mariage. Elle a jusqu'à présent refusé, ce qui, je crois, parle de lui-même. Tant que cette affaire ne sera pas résolue publiquement, je n'assisterai pas à la cérémonie. J'espère que vous comprendrez tous ma position. Vous trouverez ci-joint une photo de famille du baptême de Tori. Je vous invite à regarder de près et à tirer vos propres conclusions. Cordialement, Gerald Townsend. La pièce jointe était une photo dont je me souvenais, posée sur la cheminée de ma grand-mère. Moi à 3 mois, bercé dans les bras de ma mère, cheveux blonds, yeux bleus, peau pâle, entouré de Gerald, Marcus et d'une douzaine de proches bruns. Gerald avait encerclé mon visage en rouge et ajouté une légende, cherchez l'erreur. En quelques heures, les réponses ont commencé à affluer. Certains défendaient ma mère. La plupart posaient juste des questions prudentes, inquisitrices, curieuses du drame. Marcus m'a appelé ce soir-là. Fais juste ce que papa veut, a-t-il dit, la voix tendue par la frustration. Tu aggraves les choses. Tu ruines sa réputation. J'ai ri, j'ai vraiment ri à cela. Sa réputation, ai-je répété. C'est ça qui t'inquiète? Il a raccroché sans répondre. 3 semaines après avoir soumis les échantillons, l'email de GenTrust est arrivé à 21h47 un mardi. Nathan était en déplacement pour le travail, une consultation de projet à Boston qui ne pouvait pas être reportée. J'étais seul dans notre appartement, une salade à moitié mangée sur la table basse, mon ordinateur portable ouvert sur un service de streaming que je ne regardais pas vraiment. L'objet était clinique, vos résultats d'analyse ADN. Document sécurisé. J'ai entré mon mot de passe. J'ai vérifié mon identité. J'ai ouvert le PDF, et puis je l'ai lu 3 fois parce que les 2 premières fois, les mots n'avaient aucun sens. Sujet A, Tori Townsend, présente 0% de correspondance génétique avec sujet B, Gerald Townsend. Je m'y attendais. Je m'y étais préparé, je m'étais même blindé pour la confirmation que Gerald avait raison sur une chose, même s'il avait tort sur tout le reste. Mais ensuite est venue la deuxième ligne. Sujet A, Tori Townsend, présente 0% de correspondance génétique avec sujet C, Diane Townsend. J'ai arrêté de respirer. 0%. Pas la fille de mon père. Pas la fille de ma mère. J'ai appelé la ligne d'urgence de GenTrust, la voix brisée, exigeant de parler à quelqu'un, n'importe qui capable de m'expliquer cela. Un technicien m'a guidé à travers les résultats. Pas de contamination, pas d'erreur, aucune possibilité de méprise. Les échantillons étaient clairs. La science était formelle. Je n'étais lié à aucun de mes parents. Ce qui signifiait que ma mère n'avait jamais trompé personne. Gerald avait eu tort à ce sujet pendant 28 ans. Mais cela signifiait aussi autre chose, quelque chose d'impossible. Si Diane Townsend n'avait pas eu de liaison, si elle avait été fidèle comme elle l'avait toujours prétendu, alors comment se faisait-il que je ne sois pas sa fille biologique? Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre le placard, mon téléphone sur les genoux, fixant le plafond. Pendant 28 ans, mon père a traité ma mère de menteuse. Pendant 28 ans, il a eu tort au sujet de la liaison. Mais il avait raison sur une chose, je n'étais pas sa fille. La question était, de qui étais-je la fille? J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents le lendemain matin, chronométrant mon arrivée pour 10 heures. Assez tard pour que Gerald soit à sa partie de golf, assez tôt pour que ma mère soit encore en peignoir à boire son Earl Grey dans la véranda. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et son visage s'est immédiatement plissé d'inquiétude. Tori, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis assise en face d'elle et je lui ai tendu mon téléphone avec le rapport GenTrust à l'écran. Je l'ai regardé le lire. J'ai regardé la couleur quitter son visage. J'ai regardé ses lèvres bouger silencieusement alors qu'elle lisait les chiffres encore et encore. Quand elle a enfin levé les yeux, son regard était affolé. C'est faux, a-t-elle chuchoté. C'est forcément faux.
J'ai appelé le laboratoire, j'ai tout revérifié 3 fois. Il n'y a pas d'erreur, maman. Mais je t'ai donné naissance. Sa voix montait, se brisant sur les bords. J'ai été en travail pendant 14 heures. Je t'ai senti sortir de mon corps. Je t'ai vu, Tori. Tu étais rouge, tu criais et tu étais à moi. J'ai pris ses mains dans les miennes. Elles étaient glacées. Je te crois, ai-je dit. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule explication. Quelque chose s'est passé à l'hôpital. Quelqu'un nous a échangés. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil sur le point de rompre. L'heure, a dit ma mère soudainement. Le certificat de naissance indique 23h47, mais je me souviens que je regardais l'horloge parce que les contractions étaient si fortes. Tu es né à 23h58. Je me suis toujours posé des questions sur cet écart. 11 minutes. 11 minutes qui ont changé 2 familles pour toujours. Maman, ai-je dit prudemment. Si je ne suis pas ta fille biologique, cela signifie que ta vraie fille est là-bas, quelque part. Elle a 28 ans et vit la vie de quelqu'un d'autre. Ma mère a commencé à pleurer. Pas les larmes silencieuses que Gérald provoquait toujours, mais des sanglots profonds et tremblants qui semblaient venir de quelque part de primitif. Nous devons la trouver, a-t-elle réussi à dire. Nous devons les trouver toutes les deux. Je dois faire une pause ici un instant. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir à votre propre famille, comme si vous étiez d'une certaine manière une erreur juste parce que vous existiez, je vous vois. Cette histoire n'est pas finie. La vérité est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans cet hôpital, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Laissez un commentaire pour me donner vos théories. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'infirmière qui a finalement rompu le silence. Gérald a découvert l'existence du test ADN avant que je puisse me préparer. Marcus, toujours le fils obéissant, avait vu l'email de confirmation de GenTrust sur le téléphone de ma mère lors d'une visite pour le déjeuner. En moins d'1 heure, mon téléphone sonnait. La voix de Gérald était triomphante avant même que je n'ai dit allô. Qu'est-ce que ça disait? J'avais raison? Je n'ai pas répondu. Je n'arrivais pas à trouver comment expliquer qu'il avait raison et tort en même temps. Mon silence lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Je le savais. Il a vraiment ri, un son de pur vindicte. 28 ans, Tori. 28 ans que je le dis à tout le monde, et personne ne me croyait. Mais j'avais raison. J'avais raison depuis le début. Gérald, est-ce que ta mère le sait? Bien sûr qu'elle le sait. Elle est probablement en train de pleurer en ce moment, essayant de trouver comment tourner ça à son avantage. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas, son excitation à peine contenue. J'envoie un autre email à tout le monde, cette fois avec des preuves. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu n'es pas ma fille. Ta mère m'a menti pendant près de 3 décennies, et maintenant tout le monde saura exactement quel genre de femme est vraiment Diane Townsend. Il a raccroché avant que je puisse expliquer que Diane n'avait pas menti, qu'elle avait dit la vérité tout le long, que la vraie histoire était quelque chose qu'aucun de nous n'avait jamais imaginé. Dans l'heure qui a suivi, Gérald a appelé ma mère et lui a dit de faire ses valises. Je veux que tu sois parti de ma maison d'ici la fin du mois, a-t-il dit. J'en ai fini avec tes mensonges. Ma grand-mère a conduit immédiatement pour rester avec elle. Quand je suis arrivé ce soir-là, je les ai trouvées toutes les deux dans le salon, ma mère recroquevillée sur le canapé comme un animal blessé, ma grand-mère montant la garde comme une sentinelle aux cheveux d'argent. Il pense avoir gagné, ai-je dit doucement. Ma grand-mère m'a regardé avec ses yeux perçants et savants. Alors montrons-lui le reste de l'histoire. Les 3 jours suivants ont été les plus durs de ma vie. J'ai envisagé d'annuler le mariage, pas à cause de Gérald, mais parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que la réhabilitation de ma mère soit éclipsée par du tulle blanc et des toasts au champagne. Nathan a refusé. On se marie, a-t-il dit, tenant mon visage entre ses mains. Point final. Les problèmes de ton père ne sont pas nos problèmes. On ne reporte pas notre vie pour son caprice. Mais je ne pouvais pas avancer sans la vérité. Et la vérité était enfermée dans la mémoire de Margaret Sullivan. Je l'ai appelée encore et encore, 5 fois en 3 jours. Chaque appel tombait directement sur la messagerie vocale. Au 6e essai, j'ai laissé un message différent.
Madame Sullivan, je m'appelle Tori Townsend. Je sais que vous vous souvenez de ce nom. J'ai des preuves ADN certifiées, légalement recevables qui prouvent qu'un bébé a été échangé à l'hôpital Saint-Marie le 15 mars 1997. Je ne cherche pas à vous blâmer. Je ne cherche à poursuivre personne. J'ai juste besoin de savoir qui je suis. J'ai fait une pause, régulant ma respiration. Si vous ne me rappelez pas, mon prochain appel sera pour un avocat. Je demanderai la saisie des dossiers de l'hôpital. Je déposerai une enquête formelle, et tout ce que vous cachez depuis 28 ans sortira de la pire des manières. J'ai attendu 1 heure. 2. À 16h17, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Jeudi, 14h. Riverside dîner, Bridgeport. Venez seul. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je serai là. Quoique Margaret Sullivan ait porté pendant 28 ans, elle était enfin prête à le laisser partir. La question était de savoir si j'étais prête à l'entendre. Le Riverside dîner était le genre d'endroit oublié par le temps, des banquettes en vinyle rapiécées avec du scotch, un jukebox qui ne jouait que des vieux tubes, et du café qui infusait probablement depuis l'administration Reagan. Margaret Sullivan était assise dans la banquette du coin, le dos au mur. Elle avait 72 ans, plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des cheveux argentés tirés en un chignon serré et des mains qui tremblaient contre sa tasse de café. Elle a levé les yeux quand je me suis glissé sur le siège en face d'elle. « Vous lui ressemblez tellement », a-t-elle dit doucement. « Linda, votre mère biologique. Les mêmes cheveux, les mêmes yeux. » J'ai senti mon cœur s'arrêter un instant. « Vous savez qui est ma mère biologique ?» Margaret a fermé les yeux pendant un long moment. Quand elle les a ouverts, ils étaient humides. « J'ai porté ça pendant 28 ans, a-t-elle dit. Chaque jour, je me demandais si j'avais fait la bonne chose en restant silencieuse. Je me demandais si j'aurais dû parler quand c'est arrivé. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un journal en cuir usé, ses pages jaunies par l'âge. C'est mon journal de service du 15 mars 1997. La nuit où vous êtes né. Elle l'a ouvert à une page marquée et l'a fait glisser sur la table. J'ai lu son écriture serrée, mon sang se glaçant à chaque ligne. 23h47. Bébé fille numéro 1, né de Diane Townsend. En bonne santé, 3,23 kg. 23h58. Bébé fille numéro 2, né de Linda Morrison. En bonne santé, 2,83 kg. Minuit 32. Incident, l'infirmière stagiaire Carla Harris a échangé les nourrissons après le bain. Erreur réalisée à 2h15. Les deux familles avaient déjà créé des liens. 2h45. Réunion avec l'administrateur de l'hôpital. Décision prise de corriger les dossiers, pas les familles. Moins traumatisant pour tout le monde. Accord de non-divulgation requis pour tout le personnel présent. J'ai levé les yeux vers Margaret, mes mains tremblant. Ils savaient, elle chuchotait. Ils savaient cette nuit-là, et ils l'ont couvert. L'administrateur a dit que cela causerait plus de tort de vous échanger à nouveau. Les deux mères avaient déjà tenu leur bébé, les avaient nourris, nommés. La voix de Margaret s'est brisée. J'avais 24 ans. Ils ont menacé ma licence, ma retraite. Ils m'ont fait signer un accord de non-divulgation. J'avais 2 enfants à moi à nourrir. Qui était l'autre bébé? Ai-je demandé. Celle qui est rentrée chez elle avec Linda Morrison. Margaret a sorti un autre morceau de papier, une impression d'un profil de réseau social. Une femme de mon âge, cheveux bruns, yeux bruns, un sourire qui ressemblait exactement à celui de Marcus. Elle s'appelle Rachel Morrison. Elle a 28 ans. Elle vit à Springfield, dans le Massachusetts. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de décennies de culpabilité. Et c'est la fille biologique de votre mère. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement avec mon ordinateur portable ouvert sur le profil LinkedIn de Rachel Morrison. Institutrice à l'école primaire publique de Springfield, diplômée de l'UMass Amherst, bénévole au refuge pour animaux local. Sa photo de profil montrait une femme aux cheveux châtains et aux yeux bruns chaleureux, debout devant une salle de classe décorée de lettres de l'alphabet colorées. Elle ressemblait exactement à ce à quoi mon frère Marcus aurait ressemblé s'il était né femme.
J'ai composé le message 17 fois avant d'appuyer finalement sur envoyer. Bonjour Rachel. Cela va paraître complètement fou, et je m'excuse d'avance. Je m'appelle Tori Townsend. Je suis né à l'hôpital Saint-Marie à Bridgeport, Connecticut, le 15 mars 1997, la même nuit et au même endroit que vous. J'ai récemment fait un test ADN qui a montré que je ne suis biologiquement lié à aucun de mes parents. J'ai depuis parlé à une infirmière qui travaillait cette nuit-là, et elle a confirmé que 2 bébés ont été accidentellement échangés. Je crois que vous êtes la fille biologique de Diane et Gerald Townsend. Et je crois que je suis la fille biologique de Linda Morrison. J'ai des documents. J'ai un témoignage. Je ne cherche rien de votre part. J'ai juste pensé que vous méritiez de connaître la vérité. Si vous êtes prête à parler, s'il vous plaît, appelez-moi. J'ai inclus mon numéro de téléphone et fermé l'ordinateur portable avant de pouvoir douter de moi-même. 24 heures ont passé. Je vérifiais mon téléphone toutes les 10 minutes comme une adolescente attendant la réponse d'un coup de cœur. Puis, à 21h38 le lendemain soir, mon téléphone a sonné. Est-ce que c'est Tori? La voix à l'autre bout était tremblante, incertaine, mais quelque chose en elle semblait familier. Rachel. Une longue pause, un souffle frissonnant. Toute ma vie, les gens m'ont dit que je ne ressemblais pas à mes parents. Mon père, enfin, mon père légal, avait l'habitude de plaisanter en disant que peut-être l'hôpital avait fait une erreur. On en riait tous. Elle a laissé échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot. Je suppose que ce n'était pas une blague après tout. Nous avons parlé pendant 3 heures cette nuit-là. À la fin, nous avions toutes les deux accepté de faire un autre test ADN, celui-ci comparant Rachel à Gerald et Diane. Les résultats seraient prêts dans 10 jours, juste à temps pour ma fête de fiançailles. Au cours de la semaine suivante, j'ai monté mon dossier comme un procureur préparant un procès. Premièrement, les documents. J'avais mon rapport original GenTrust montrant 0% de correspondance avec Gerald et Diane. J'avais le journal de service manuscrit de Margaret Sullivan de 1997, qu'elle avait finalement accepté de me laisser photographier. J'avais une déclaration notariée de Margaret, signée devant un témoin au bureau de son avocat. Sa propre décision, a-t-elle dit, pour enfin soulager sa conscience. L'hôpital m'a menacé pendant 28 ans, m'a-t-elle dit quand j'ai récupéré le document. J'ai 72 ans maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Me virer de ma retraite? Deuxièmement, l'ADN. Rachel avait soumis ses échantillons à GenTrust en utilisant le même processus accéléré que moi. Ces résultats comparant à Gerald et Diane arriveraient 2 jours avant la fête de fiançailles. Troisièmement, les témoins. Ma grand-mère Eleanor serait là, bien sûr. Elle attendait ce moment depuis 28 ans. Margaret Sullivan a accepté d'assister, assise tranquillement dans un coin jusqu'à ce qu'on ait besoin d'elle. Et Rachel, ma sœur biologique en esprit sinon en génétique, attendrait dans la pièce d'à côté. Tu es sûr de toi? A demandé Nathan alors que nous passions en revue le plan ensemble. Le confronter publiquement. Il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai pensé à ma mère, à la bouteille de somnifère, aux 28 années passées à être traitée de menteuse, de tricheuse, de putain. Il voulait un règlement de compte public, ai-je dit. Il a envoyé cet email à 47 personnes. Il m'a traité d'œuf de coucou devant toute la famille. J'ai redressé la pile de documents sur mon bureau. Il ne pourra pas s'éclipser en privé maintenant. Tous ceux qui l'ont cru doivent voir la vérité. Nathan a hoché la tête lentement. Alors donnons-leur un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. 3 jours avant la fête de fiançailles, les résultats ADN de Rachel sont arrivés. Sujet A, Rachel Morrison, présente 99,97% de correspondance génétique avec sujet B, Gerald Townsend. Sujet A, Rachel Morrison, présente 99,98% de correspondance génétique avec sujet C, Diane Townsend. J'ai lu les chiffres 3 fois, des larmes coulant sur mon visage. Puis j'ai appelé Rachel. Peux-tu me rencontrer demain en personne? Nous avons choisi un Starbucks à mi-chemin entre Hartford et Springfield, un terrain neutre pour 2 femmes dont les vies entières venaient d'être réécrites par la science. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table dans un coin avec 2 lattes intactes. Quand elle m'a vu, elle s'est levée si vite que sa chaise a failli basculer. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Elle avait des cheveux bruns,
des yeux bruns, une mâchoire forte que j'avais vue sur Marcus 1000 fois, une fossette subtile sur sa joue gauche, la même que Gérald avait. Et j'avais des cheveux blonds, des yeux bleus, un nez en trompette et une peau claire qui correspondait aux photos que Margaret m'avait montrées de Linda Morrison. Nous étions des étrangères qui auraient dû être sœurs. Des sœurs qui avaient été élevées par les mauvaises familles. C'est tellement bizarre, a chuchoté Rachel. Puis elle a ri. Et j'ai ri. Et soudain nous nous étreignions au milieu d'un Starbucks, pleurant sur l'épaule de l'autre tandis que les baristas faisaient semblant de ne rien remarquer. Je veux les rencontrer, a dit Rachel quand nous nous sommes finalement séparés. Diane et Gérald. Mais mes parents biologiques. Tu le feras, ai-je promis. Dans 3 jours. Je ne lui ai pas dit que l'un de ses parents serait à genoux quand elle entrerait dans la pièce. La fête de fiançailles a eu lieu au domaine Whitmore, la maison familiale de ma grand-mère, un manoir géorgien avec des roseraies et des guirlandes lumineuses enfilées dans des chênes centenaires. Elle avait insisté pour l'accueillir ou pour vous offrir une véritable célébration dans un endroit que l'ego de Gérald ne peut pas atteindre. 60 invités sont arrivés ce soir-là en tenue de cocktail, tantes et oncles, cousins, amis de la famille, et chaque personne qui avait reçu l'email accusateur de Gérald. Je portais une robe bleu marine de chez Réformation et je me comportais comme une femme qui avait déjà gagné. Nathan restait proche, sa main dans le creux de mon dos, stable comme toujours. Ma mère est arrivée avec ma grand-mère, les yeux encore rouges après des jours de pleurs, mais la posture plus droite que je ne l'avais vue depuis des années. Quelque chose avait changé en elle depuis que nous avions appris la vérité, un poids se levant avant même la réhabilitation publique. Et puis Gérald est arrivé. Il est venu en retard, bien sûr élégamment en retard, comme il l'appelait, laissant la foule se rassembler, laissant l'anticipation monter. Il portait un costume Tom Ford, sa Rolex accrochant la lumière du lustre, un sourire suffisant jouant au coin de sa bouche. Il pensait que c'était son tour d'honneur. Il n'avait aucune idée. Je l'ai regardé travailler la salle, serrant des mains, acceptant les félicitations des proches qui croyaient sa version des faits. Une situation si difficile, ai-je entendu une tante lui murmurer. Vous avez été si patient. Marcus se tenait à côté de lui, mal à l'aise mais docile, le soldat loyal qu'il avait toujours été. Dans le coin de la pièce, Margaret Sullivan était assise tranquillement avec un verre d'eau, ses mains tremblant toujours après toutes ces années. Et dans la pièce d'à côté, à travers une porte qui donnait sur le hall principal, Rachel Morrison attendait son signal. J'ai vérifié mon téléphone. Nathan a hoché la tête. C'était l'heure. À mi-chemin du cocktail, Gérald a demandé un micro. La salle s'est tue alors qu'il montait sur la petite estrade que ma grand-mère avait installée pour les toasts. Il s'est raclé la gorge, a ajusté sa veste et a souri à la foule comme un roi s'adressant à ses sujets. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Nathan, a-t-il commencé. Tu es un homme courageux d'épouser quelqu'un de cette famille compliquée. Quelques rires nerveux ont parcouru la foule. Mais je pense que nous savons tous pourquoi je suis vraiment ici. Le regard de Gérald m'a trouvé dans la foule, et quelque chose de froid a vacillé dans ses yeux. Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps, beaucoup de spéculations. J'ai demandé à Tori de faire un test ADN, et je sais qu'elle l'a fait. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi elle a caché les résultats. La salle est devenue complètement silencieuse. Alors, j'ai pensé que je l'aiderais. Il a fouillé dans sa veste et en a sorti un morceau de papier plié. Mon fils a eu la gentillesse de partager une copie du rapport avec moi. Marcus a eu la décence d'avoir l'air honteux, au moins. Gérald a déplié le papier avec une lenteur théâtrale. 0% de correspondance génétique avec Gérald Townsend. 0% de correspondance génétique avec Diane Townsend. Des halètements ont résonné dans la salle. Ma mère a serré la main d'Eleanor. 28 ans. La voix de Gérald montait avec une fureur vengeresse. 28 ans que je dis à tout le monde que quelque chose ne tournait pas rond. Et maintenant la science le prouve. Il s'est tourné vers ma mère, le visage déformé par des décennies de ressentiments accumulés. Tu m'as menti, Diane. Tu as menti à tout le monde. Et maintenant toute la famille sait exactement quel genre de femme tu es vraiment. Le silence qui a suivi était absolu. Et puis j'ai commencé à marcher vers l'estrade. Tu as raison, Gérald. Ma voix était calme alors que je montais sur la plateforme et prenais le micro de sa main. Il était tellement surpris qu'il m'a laissé faire.
Le test ADN montre que je ne suis pas ta fille biologique, et je ne suis pas la fille biologique de maman non plus. Le sourire suffisant de Gérald s'est élargi. Quelques proches ont échangé des regards entendus. Mais pas parce que maman a eu une liaison. Le sourire a vacillé. Je me suis tourné pour faire face à la foule. Tous les 60. Chaque personne qui avait reçu cet email. Chaque parent qui avait chuchoté au sujet de ma mère pendant des années. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. J'ai fait un signe de tête vers la porte latérale. Rachel a traversé. 28 ans, cheveux bruns, yeux bruns, une mâchoire qui était indéniablement, indubitablement Townsend. La salle a éclaté en murmures. Quelqu'un a laissé tomber une coupe de champagne. Marcus a émis un son étranglé. Voici Rachel Morrison, ai-je dit. Elle est née 11 minutes avant moi à l'hôpital Saint-Marie le 15 mars 1997. La nuit où je suis né, il y a eu un accident. Une infirmière stagiaire a mélangé 2 bébés après les avoir baignés, et l'hôpital a couvert l'affaire pour éviter un procès. J'ai sorti mon téléphone et tapoté l'écran. L'écran mural que j'avais arrangé plus tôt s'est allumé, montrant les rapports GenTrust. L'ADN de Rachel montre une correspondance de 99,97% avec Gérald Townsend, une correspondance de 99,98% avec Diane Townsend. J'ai laissé l'information pénétrer les esprits. Elle est ta fille biologique, Gérald. La fille que tu cherches depuis toujours. Et elle vit dans le Massachusetts depuis sa naissance parce qu'un hôpital a fait une erreur et a choisi de la cacher. Le visage de Gérald était devenu blanc. Il a regardé Rachel, l'a vraiment regardé et j'ai vu 28 ans de certitude s'effondrer. Voici Margaret Sullivan, ai-je continué, alors que Margaret se levait de son siège dans le coin. Elle était l'infirmière en chef cette nuit-là. Elle a une déclaration notariée confirmant tout ce que je viens de vous dire. Les journaux de bord, la dissimulation de l'hôpital, tout. Margaret s'est avancée, la voix tremblante mais claire. Monsieur Townsend, j'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. Votre femme ne vous a jamais trahi. Jamais. L'hôpital nous a tous fait signer des accords de confidentialité. Ils ont menacé nos emplois, nos retraites. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Je me suis retourné vers Gérald, dont les mains agrippaient maintenant le bord de l'estrade comme un homme essayant de ne pas se noyer. Tu voulais de la science, Gérald. La voici. Chaque document, chaque signature, chaque minute de ces 11 minutes qui ont changé 2 familles pour toujours. À ce moment-là, debout sur cette scène avec Rachel à mes côtés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti en 28 ans. La réhabilitation. Pas pour moi, mais pour ma mère. Pour chaque larme qu'elle avait versée, chaque accusation qu'elle avait avalée, chaque nuit blanche passée à se demander si son propre mari la croirait un jour. Si cette histoire résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, la vérité met des décennies à faire surface. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé quand Gérald a enfin compris ce qu'il avait fait. Gérald Townsend avait passé 28 ans à être certain. Certain que sa femme l'avait trahi. Certain que sa fille était la preuve de son infidélité. Certain que ses soupçons le rendaient vertueux. Que sa cruauté était justifiée. Que la science finirait par lui donner raison. Maintenant, la science avait parlé, et elle avait détruit toutes les fondations sur lesquelles il avait bâti son identité. Il a regardé Rachel, cette étrangère avec sa mâchoire, ses yeux, son sang, et quelque chose en lui s'est brisé. Il a regardé les résultats ADN sur l'écran et les chiffres qui lui donnaient raison sur ma parenté, mais catastrophiquement tort sur tout le reste. Il a regardé Margaret Sullivan, dont le témoignage tremblant venait de démolir 28 années d'accusation. Et puis ses genoux ont flanché. Gérald Townsend le fier, l'arrogant, le certain Gérald Townsend s'est effondré sur l'estrade comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il s'est rattrapé sur un genou, ses mains claquant contre le parquet, sa poitrine se soulevant de respiration saccadée. Je ne savais pas, a-t-il chuchoté. Comment aurais-je pu savoir? Comment? Tu aurais pu lui faire confiance. Ma voix était calme mais portait à travers la salle silencieuse. Tu aurais pu enquêter. Tu aurais pu chercher d'autres explications au lieu de supposer le pire au sujet de la femme qui t'aimait. Mais les cheveux, les yeux. La génétique est compliquée.
Les gènes récessifs existent. Les erreurs d'hôpital arrivent. Je me suis approché, regardant l'homme qui avait fait de mon enfance un champ de bataille. Mais tu as choisi le soupçon. Tu as choisi la cruauté. Pendant 28 ans, tu nous as punis, maman et moi, pour un crime qui n'a jamais eu lieu. De l'autre côté de la pièce, j'ai entendu une chaise reculer. Marcus le silencieux, le docile Marcus s'est levé. Pendant un instant, j'ai cru qu'il viendrait à la défense de son père comme il l'avait toujours fait. Au lieu de cela, il est passé devant Gérald sans un regard et a rejoint notre mère. Maman. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'aurais dû. Diane l'a serré dans ses bras, ses larmes trempant son épaule. Et Gérald est resté à genoux, regardant sa famille se choisir mutuellement plutôt que lui. Pendant 28 ans, ma mère avait vécu dans l'ombre de Gérald Townsend. Elle avait enduré ses accusations au petit déjeuner et au dîner, et à chaque instant entre les deux. Elle avait pleuré jusqu'à s'endormir plus de nuits que quiconque ne le savait. Elle avait avalé sa cruauté comme un médicament, se disant que peut-être un jour il verrait la vérité. Maintenant, la vérité était partout, sur des écrans et des documents, sur le visage d'une étrangère qui portait son sang. Diane s'est avancée lentement, ses talons claquant contre le parquet. La foule s'est écartée pour elle. Même Marcus s'est écarté. Elle s'est arrêtée devant Gérald, qui était toujours sur un genou, le visage mouillé de larmes que je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. 28 ans, Gérald. Sa voix était stable, plus forte que je ne l'avais jamais entendue. 28 ans. Je suis resté parce que je t'aimais. Parce que je croyais qu'un jour tu me ferais confiance. Parce que je pensais que notre famille valait la peine de se battre. Gérald a levé les yeux vers elle. Diane, je. Elle a levé la main, le coupant. Pas encore. Tu ne peux pas t'excuser maintenant. La salle retenait son souffle. Tu me dois des excuses devant chaque personne qui a reçu cet email. Tu dois des excuses à Tori pour chaque anniversaire que tu as gâché, chaque remise de diplôme que tu as ignoré, chaque moment où tu lui as fait sentir qu'elle n'avait pas sa place dans sa propre famille. Elle a fait un geste vers Rachel, qui se tenait figée près de la porte. Et tu dois des excuses à Rachel pour ne pas avoir été le père qu'elle méritait, mais qu'elle n'a jamais eu. Les épaules de Gérald tremblaient de sanglots dont je ne le savais pas capable. Je n'avais pas besoin que le monde me croie, Gérald. La voix de ma mère s'est brisée sur le dernier mot. J'avais besoin que toi tu me crois. Et tu ne l'as jamais fait. Elle lui a tourné le dos et a marché vers l'endroit où se tenait Rachel. Bonjour, a-t-elle dit doucement, des larmes coulant sur son visage. Je suis ta mère. Je suis tellement désolé que cela ait pris si longtemps pour te trouver. Il a fallu 3 tentatives à Gérald pour se lever. Marcus ne l'a pas aidé. Moi non plus. Personne dans cette salle pleine de proches qui avait, jusqu'à il y a 10 minutes, cru sa version des faits. Il a agrippé le bord de l'estrade, s'est hissé debout et a tendu la main vers le micro que j'avais posé. Sa voix, quand il a parlé, était à peine reconnaissable. Rauque, brisé, dépouillé de chaque once de l'arrogance que j'avais connue toute ma vie. J'ai eu tort. 3 mots. 28 ans de retard. J'ai eu tort au sujet de Diane. Elle n'a jamais. Sa voix s'est brisée. Il a essayé à nouveau. Elle ne m'a jamais trahi. Je l'ai accusée pendant près de 3 décennies. Et j'ai eu tort. Il m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu autre chose que du soupçon dans ses yeux. Tori, je t'ai pris des choses que je ne pourrai jamais te rendre. Ton enfance, ta confiance, l'argent qui aurait dû être le tien. Il a dégluti difficilement. Je rembourserai tes prêts étudiants. Tous. Ce n'est pas assez, mais c'est un début. Puis il s'est tourné vers Rachel, cette étrangère qui était sa fille. Cette femme qu'il n'avait jamais tenue, jamais connue, qu'il n'avait jamais eu la chance de décevoir. Je ne sais pas quoi te dire. Tu es ma fille, et je n'ai jamais. J'ai tout raté. Tes premiers pas, tes diplômes, ta vie entière. Sa voix s'est brisée sur les mots. C'est quelque chose que je regretterai jusqu'au jour de ma mort. Rachel pleurait aussi. Nous pleurions tous à ce stade. Mais sa voix était stable.
Nous pouvons commencer maintenant, a-t-elle dit. Si tu es prêt à être vraiment un père au lieu d'un juge. Gérald a hoché la tête, incapable de parler. Ma grand-mère s'est avancée et lui a tendu un mouchoir de son sac à main. Essuie-toi, Gérald, a-t-elle dit, sans méchanceté. Tu as beaucoup de travail devant toi. Une semaine après la fête de fiançailles, j'ai conduit jusqu'à Springfield, dans le Massachusetts. La maison était une coloniale modeste dans une banlieue calme, bardage blanc, volets bleus, un jardin de fleurs sauvages qui avait clairement été le fruit du travail passionné de quelqu'un. Bien loin du domaine de ma grand-mère ou du manoir Tudor de Gérald, mais chaleureuse d'une manière que ces maisons n'avaient jamais tout à fait réussi à être. Linda Morrison a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle avait 56 ans, avec des cheveux blonds striés d'argent et des yeux bleus qui étaient le miroir exact des miens. La regarder, c'était comme regarder dans une machine à remonter le temps. C'était celle que je deviendrais dans 30 ans. Tori. Sa voix accrochée sur mon nom. J'ai regardé ta photo toute la semaine. Je n'arrêtais pas de penser. Je n'arrêtais pas de penser que je rêvais. Elle m'a serré dans une étreinte qui sentait la lavande et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose qui ressemblait incroyablement à la maison. Nous nous sommes assises dans sa cuisine pendant 4 heures. Elle m'a montré des photos de son enfance, de mes grands-parents biologiques décédés il y a des années, de la vie que j'aurais pu avoir si une infirmière stagiaire n'avait pas fait d'erreur. Elle m'a parlé de son ex-mari, David, mon père biologique, qui était mort d'un cancer il y a 3 ans, sans jamais savoir que Rachel n'était pas de lui. Il avait l'habitude de plaisanter en disant que Rachel avait des yeux de vieille âme, a dit Linda, essuyant ses larmes avec un torchon de cuisine. Maintenant je comprends. C'était tes yeux, Tori. C'était toujours tes yeux. Je lui ai montré des photos de mon enfance aussi. Le bébé blond dans une maison pleine de bruns. La fille qui n'avait jamais tout à fait sa place. La femme qui avait enfin découvert pourquoi. Je ne veux pas remplacer Diane, a dit Linda. Elle t'a élevé. C'est ta mère. Elle l'est, ai-je convenu. Mais peut-être qu'il y a de la place pour une de plus. Le sourire de Linda aurait pu éclairer toute la maison. J'aimerais ça, a-t-elle dit. J'aimerais beaucoup ça. 2 mois plus tard, j'ai épousé Nathan Miller dans la roseraie du domaine Whitmore, entouré de guirlandes lumineuses et de la famille celle dans laquelle je suis né et celle par laquelle j'ai été élevé. Ma mère m'a accompagné à l'hôtel. Pas Gérald. Ma mère. Elle portait une robe couleur champagne et gardait la tête haute, c'est pas assuré pour la première fois depuis des décennies. À côté d'elle, je portais une robe Vera Wang qu'elle et ma grand-mère avaient insisté pour m'acheter. Une robe de mariée convenable pour un mariage convenable, avait déclaré Eleanor. Gérald était assis au 2e rang, calme et diminué. Il n'a pas protesté quand je lui ai dit qu'il ne m'accompagnerait pas à l'hôtel. Il n'a pas discuté quand j'ai expliqué que c'était le moment de ma mère, pas le sien. Il a juste hoché la tête et dit, je comprends. C'était un début. Rachel se tenait avec mes demoiselles d'honneur, portant une robe vert foncé qui faisait ressortir le brun de ses yeux. Les yeux de notre mère. Les yeux de Gérald. Elle avait rencontré les Townsend correctement dans les semaines suivant la fête, des déjeuners timides et des conversations prudentes qui construisaient lentement quelque chose ressemblant à une relation. Linda Morrison était assise au premier rang de la section des invités, une place d'honneur. Elle a fait un signe de la main quand elle a croisé mon regard, ses propres yeux brillants de larmes. Ma grand-mère s'est levée pour porter un toast. Ce mariage ne concerne pas seulement 2 personnes, a dit Eleanor, levant sa coupe de champagne. Il s'agit de 2 familles qui retrouvent enfin le chemin de la vérité. Il s'agit d'une fille qui a refusé d'accepter un mensonge, et d'une mère qui a attendu 28 ans pour être crue. Elle m'a regardé, puis Rachel, puis Diane. À la vérité, a-t-elle dit. Peu importe le temps que cela prend. À la vérité, a résonné la salle. Et j'ai bu à cela. Le procès a duré 8 mois. Rachel et moi avons porté plainte conjointement contre l'hôpital Saint-Marie, représenté par une avocate spécialisée en négligence médicale que ma grand-mère avait trouvé une femme qui se spécialisait dans les affaires de naissance fautives et qui avait, nous a-t-elle dit avec un mince sourire, un intérêt particulier pour les institutions qui pensent pouvoir couvrir leurs erreurs. Margaret Sullivan a témoigné, sa déclaration notariée soutenue par le journal de service original qu'elle avait gardé caché pendant 28 ans.
Les avocats de l'hôpital ont essayé de la discréditer, citant son âge, son accord de confidentialité, sa divulgation tardive. Cela n'a pas fonctionné. Des documents internes ont fait surface lors de la phase de communication des pièces, des emails entre administrateurs de l'hôpital discutant de l'incident, des mémos sur l'atténuation des risques. Une ligne budgétaire étiquetée règlement de responsabilité potentielle qui avait été discrètement renouvelée chaque année depuis 1997. Ils savaient. Ils avaient toujours su. Et ils avaient passé près de 3 décennies à prier pour que personne ne le découvre. À la fin, l'hôpital a choisi de transiger plutôt que d'affronter un jury. 450 000 € à chaque famille pour un total de 900 000 €, des excuses publiques imprimées dans le journal local, des améliorations obligatoires de leur protocole d'identification des nouveau-nés. Et la démission de l'administrateur qui avait ordonné la dissimulation, un retraité depuis longtemps, mais maintenant nommé publiquement. Nous n'avons pas poursuivi pour nous venger, ai-je dit à un journaliste qui s'est présenté sur les marches du tribunal. Nous avons poursuivi pour qu'aucune autre famille ne passe 28 ans à vivre un mensonge qu'un hôpital aurait pu corriger en un jour. Margaret Sullivan a obtenu l'immunité de toute responsabilité personnelle en échange de sa coopération. Elle m'a envoyé une carte par la suite, son écriture tremblante mais claire, « Merci de m'avoir donné une raison de dire enfin la vérité. Je peux dormir maintenant. » Je l'ai gardé dans un tiroir avec mon certificat de naissance. Le vrai. Celui qui disait 23h58. Celui qui disait la vérité. 6 mois après le mariage, Gérald m'a invité à dîner. Juste nous deux. Il avait choisi un restaurant italien calme dans le centre de Hartford. Pas le country club, pas un endroit tapas accent grave-l'œil. Juste une banquette dans un coin avec des nappes à carreaux, des bougies et des bouteilles de vin. Il avait l'air plus vieux qu'à ma fête de fiançailles. Plus gris, plus petit d'une certaine manière, comme si le poids de ses aveux l'avait physiquement diminué. Je voulais te remercier, a-t-il dit après que nous ayons commandé. D'avoir accepté de me voir. Tu n'es pas mon père biologique, ai-je dit. Tu ne l'as jamais été. Mais tu m'as élevé, même si tu l'as mal fait. Il a tressailli à cela, mais a hoché la tête. Je suis en thérapie maintenant, a-t-il dit. Diane a insisté. Eh bien, suggéré fortement. Nous faisons aussi une thérapie de couple. Nous sommes séparés, mais nous essayons de. Il s'est tu, cherchant ses mots. Nous essayons de voir s'il reste quelque chose à sauver. J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle s'était tenue devant lui à la fête, exigeant les excuses qu'elle méritait depuis des décennies, à la force qu'il avait fallu pour envisager de reconstruire après tout ce qu'il lui avait fait subir. Je me souviens quand tu m'as appris à faire du vélo, ai-je dit. J'avais 5 ans, avant que tu saches pour le. Avant que tu décides que je n'étais pas de toi. Tu tenais le siège et tu as couru à côté de moi pendant 1 heure jusqu'à ce que j'y arrive. Les yeux de Gérald se sont remplis de larmes. Je me souviens, a-t-il chuchoté. C'est le père dont j'avais besoin, ai-je dit. Celui qui tenait bon. J'ai pris une gorgée d'eau. Je suis prête à essayer, Gérald. Mais j'ai besoin que tu comprennes, le pardon est un processus, pas un événement. Et tu as beaucoup de travail à faire. Il a hoché la tête. Je sais. Et je le ferai. Peu importe le temps que cela prendra. Je ne lui ai pas pardonné ce soir-là. Je ne suis pas sûr de lui avoir encore complètement pardonné. Mais j'ai choisi de lui donner la chance que ma mère n'a jamais eue, la chance de prouver qu'il pouvait changer. Rachel et Marcus se sont rencontrés correctement pour la première fois lors d'un dîner de famille 1 mois après le mariage. C'était gênant au début. Comment faire la conversation avec la sœur avec qui vous auriez dû grandir, le frère qui a eu l'enfance qui aurait dû être la vôtre? Mais ensuite Marcus a mentionné qu'il était allergique aux fruits de mer. Attends, a dit Rachel. Moi aussi. Depuis la naissance. Le médecin a dit que c'était génétique. Et pour le fait d'être gaucher? A demandé Marcus. Rachel a levé sa main gauche. Pas possible. Marcus a ri à un vrai rire, surpris et ravi. Et la musique? Quels groupes écoutes-tu? 30 minutes plus tard, ils ont découvert qu'ils aimaient tous les deux un groupe de folk indé obscur dont personne d'autre dans l'une ou l'autre famille n'avait jamais entendu parler, détestaient tous les deux la coriandre avec une passion inexplicable. Et avaient tous les deux l'habitude de taper du pied droit quand ils réfléchissaient.
C'est tellement bizarre, a dit Marcus en secouant la tête. Tu es comme un miroir, mais... Tu sais, une version fille. J'allais dire plus petite. Rachel lui a lancé un petit pain. Et pour la première fois de ma mémoire, un dîner de famille Townsend a connu de vrais rires. Pas le genre poli et forcé que ma mère avait toujours travaillé si dur à fabriquer, mais de vrais rires, le genre qui vient de gens qui sont réellement heureux d'être ensemble. C'était un petit moment, mais cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau. 3 mois après le mariage, Diane et Linda se sont rencontrées pour déjeuner. Je n'étais pas là, mais ma mère m'en a parlé après, la voix douce d'émerveillement. Elles avaient choisi un café à mi-chemin entre leur maison et terrain neutre, comme Rachel et moi l'avions fait des mois plus tôt. Linda avait apporté des photos de l'enfance de Rachel. Diane avait apporté des photos de la mienne. Elles sont restées assises là pendant 3 heures, échangeant des histoires sur des filles qu'elles avaient élevées mais qu'elles n'avaient pas mises au monde. Elle m'a parlé des premiers mots de Rachel, a dit Diane. Et je lui ai parlé des tiens. Nous avons beaucoup pleuré toutes les deux. C'était étrange ? Ai-je demandé. De rencontrer la femme qui a élevé ta fille biologique ? Ma mère a considéré la question pendant un long moment. Je pensais que ça le serait, a-t-elle admis. Je pensais que je me sentirais, je ne sais pas, jalouse, rancunière. Mais quand je l'ai regardée, tout ce que je pouvais penser c'était, elle a aimé Rachel de la même manière que je t'ai aimé. Complètement. Sans poser de questions. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Nous avons perdu 28 ans, a-t-elle dit. Mais nous nous sommes gagnés l'une l'autre. Et nous avons gagné la vérité. Ça doit compter pour quelque chose. Linda et Diane déjeunent ensemble une fois par mois maintenant. Elles sont devenues amies, une amitié improbable née d'une perte partagée et d'une connexion inattendue. Elles s'appellent l'une l'autre mère. Et d'une manière étrange, je pense que cela les a aidées toutes les deux à guérir. Je suis assise dans notre nouvel appartement maintenant, un 2 chambres dans un quartier plus sympa de Hartford, avec de la place pour le bureau à domicile de Nathan et de l'espace pour la chambre de bébé dont nous aurons bientôt besoin. Les murs sont couverts de photographies, mon jour de mariage avec ma mère d'un côté et Linda Morrison de l'autre, Rachel et moi à Thanksgiving, nos premières vacances ensemble, ma grand-mère Eleanor ayant l'air triomphante à sa fête d'anniversaire le mois dernier. Nathan est dans la cuisine en train de préparer le dîner, quelque chose de compliqué avec trop d'ingrédients. Il est dans une période cuisine ces derniers temps. J'ai beaucoup pensé à l'année écoulée, à l'identité, à la famille et à ce que signifie appartenir. Pendant 28 ans, j'ai essayé de prouver que j'étais une Townsend. J'ai lissé mes cheveux blonds pour qu'ils paraissent plus foncés. J'ai appris le golf parce que Gérald aimait le golf. J'ai étudié les soins infirmiers au lieu de l'art parce que c'était pratique, fiable, pas quelque chose qu'un bœuf de coucou choisirait. J'ai passé toute ma vie à essayer de rentrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour moi. Maintenant je sais que je n'étais jamais censé y rentrer. J'étais la fille de quelqu'un d'autre, vivant la vie de quelqu'un d'autre, portant l'ADN de quelqu'un d'autre. Mais voici ce que j'ai appris, l'ADN ne fait pas une famille. La femme qui me tenait la main pendant mes cauchemars, qui m'a appris à lire, qui est restée mariée à un homme qui la torturait juste pour garder notre famille unie, c'est ça ma mère. Pas la biologie. L'amour. Nathan entre avec 2 assiettes et un sourire entendu. Tu recommences, dit-il. Le truc où tu réfléchis profondément en fixant le vide. Je ris et je prends l'assiette qu'il m'offre. Sur la table basse, coincée entre une pile de livres de prénoms de bébé et un journal de grossesse, se trouve le test que j'ai fait ce matin. Positif. Je ne sais pas quel ADN ce bébé portera, le mien, celui de Nathan, un écho des Morrison ou des Townsend, mais je sais une chose avec certitude, cet enfant saura qu'il est aimé dès le tout premier instant. Sans condition. Sans doute. C'est la seule preuve qui compte. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait par un parent, un partenaire, quiconque aurait dû vous faire confiance, je veux que vous sachiez, la vérité finit toujours par faire surface. Parfois cela prend 28 ans. Parfois cela prend un test ADN et une infirmière courageuse avec une conscience coupable. Mais elle fait surface. Ne laissez la suspicion de personne définir votre valeur. Et si vous êtes celui qui accuse, posez-vous la question, ma certitude vaut-elle la peine de détruire les gens que j'aime ? Mon père a passé 28 ans à être certain. Il était certain que ma mère avait triché.
Il était certain que je n'étais pas de lui. Il était certain que sa cruauté était justifiée. Il avait tort sur toute la ligne. La confiance est un choix. Le doute est facile. Mais 28 ans de doute peuvent détruire une famille. 28 ans de confiance auraient pu sauver la mienne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Consultez la description pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine, faites confiance à la vérité même quand c'est difficile.